cadre de la poursuite de la sensibilisation des peuples sur les grandes questions préoccupantes de ces dernières années, telle la question climatique, Michel Innocent Peya est au Quai d'Orsay au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères où il est invité à participer à cette conférence internationale sur le climat, enjeu d'une nouvelle politique de coopération. Nous sommes conviés à prendre part à cette rencontre sur le climat. Vous savez que les questions climatiques aujourd'hui préoccupent le monde entier, donc c'est un plaisir pour nous d'avoir été conviés une fois de plus à cette rencontre organisée par la République française au niveau du Quai d'Orsay. Cette conférence internationale est une initiative de développement pour la gouvernance mondiale sur 3 défis majeurs: le développement, le climat et la sécurité. Les effets du changement climatique de plus en plus se font sentir à travers le monde, mettant à mal les États et les populations qui les composent. Dans notre pays, la République du Congo, les conséquences du réchauffement climatique sont lourdes. Les habitations des paisibles citoyens et les édifices publics sont ravagés, sont déstabilisés et emportés, conduisant ainsi au phénomène de la migration climatique. La République française, qui depuis décembre 2015 a organisé une grande rencontre historique, cette rencontre qualifiée de rencontre du siècle et dénommée COP 21, a permis à cette nation de prendre le leadership climatique et écologique mondial. C'est ainsi que les initiatives dans le cadre de ce leadership mondial continuent à être multipliées par la France. Voilà pourquoi aujourd'hui il a été organisé au Quai d'Orsay, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, une initiative de développement pour la gouvernance mondiale, et nous avons saisi l'occasion une fois de plus de mettre à la disposition des panélistes notre ouvrage intitulé Vision verte de Denis Sassou Nguesso face à un monde en danger et aveugle, ouvrage qui montre les efforts entrepris depuis une trentaine d'années par son excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, sur la protection de l'environnement mondial. Ouvrage qui montre comment cet homme d'État est au service de la planète. Ouvrage qui montre les alertes lancées par ce dernier sur les différents dangers qui minent notre planète, sur les différents risques que l'humanité court si l'on n'utilise pas à bon escient notre planète. Enfin, sur les conséquences que vit le monde aujourd'hui et sur justement les gros risques à venir si nous ne nous saisissons pas. Une occasion pour Emmanuel Puisin-Jovin de présenter la problématique de la scolarisation en Afrique. On dit que d'ici 2030, il devrait y avoir pas moins de 450 millions d'enfants à scolariser en Afrique. Ce seul chiffre montre à quel point c'est un enjeu absolument majeur, évidemment pour nos amis africains, mais pour nous-mêmes aussi. Il nous oblige collectivement. Et si j'y insiste, c'est parce que dans quelques semaines, notre président co-présidera, aux côtés du président sénégalais M. Macky Sall, une conférence absolument fondamentale relative à la reconstitution du partenariat mondial pour l'éducation, qui se tiendra les 1er et 2 février à Dakar. Ce que la France retient en particulier s'agissant des pays en développement, c'est le renforcement des systèmes éducatifs, la formation des formateurs, comme on dit, parce qu'il y a un énorme besoin de pouvoir aider les enseignants sur place à livrer eux-mêmes leur formation. Et il y a un sujet extrêmement cher à notre président de la République, qui en a d'ailleurs parlé éloquemment lors de son discours qu'on appelle désormais le discours de Ouagadougou, la scolarisation des jeunes filles. Michel Innocent Peya, qui a pris le temps de parler de son ouvrage Vision verte de Denis Sassou Nguesso, est soutenu par quelques participants à ces assises. Je suis très conscient de si on perd le Congo, l'humanité est finie, c'est clair. L'humanité a besoin du Congo, en vérité. C'est dans ce sens-là que ça se passe. On ne peut pas parler de la sécurité écologique mondiale sans parler du bassin du Congo, sans parler de ce deuxième poumon planétaire. Je pense qu'ils doivent le conserver dans le meilleur état possible, effectivement, et ne pas laisser se dégrader. Je pense que vous avez tout à fait raison. Mais non, le sujet du bassin du Congo est un sujet absolument majeur, qui est aussi au cœur de nos priorités. D'autant plus
que la conviction que nous avons, quand on parle de climat, quand on parle de biodiversité, souvent on met simplement en avant les difficultés. Et on ne met pas suffisamment en avant l'agenda des solutions. Et la conviction que l'on a, quand on pense à cette richesse qu'il y a dans le bassin du Congo, je pense notamment à cette richesse absolument incroyable sur le plan forestier, on voit bien que on a la possibilité de bâtir un agenda des solutions, puisque là il y a une ressource absolument formidable que l'on doit pouvoir utiliser, évidemment parce qu'elle procure au plan économique des avantages considérables, mais sans doute aussi parce que là il y a un modèle de croissance plus vert, plus vertueux au plan environnemental et climatique qu'on doit pouvoir bâtir. Si je vous dis ça, c'est parce que moi je me suis rendu il n'y a pas très longtemps dans cette zone, en Afrique centrale, au Cameroun, et on a beaucoup parlé de ce sujet-là avec l'ensemble de nos ambassadeurs de la zone. Donc il y avait également notre ambassadeur de RDC qui était présent, et c'est vraiment ce qui ressortait de nos échanges. Mais je vous rassure, ça fait bien partie aussi de nos priorités et au cœur de nos réflexions. Il y a une dynamique en ce moment qui se met en place et qu'on doit vraiment ensemble, il n'y a pas que la France bien évidemment, mais vous avez vu la mobilisation qui est celle de notre président avec le One Planet Summit qui s'est tenu le 12. Il y a une mobilisation qui se met en place et qui nous oblige collectivement. Il faut vraiment qu'on arrive à montrer que non seulement la volonté politique est là de faire, comme vous le savez, il y a certains pays, mais que non seulement la volonté politique est là, mais qu'en plus, des choses se passent, des solutions se mettent en place. Ça, c'est très important. Pour le dire en mauvais français, il faut qu'on baptise des success stories, comme on dit, des histoires à succès. Et c'est possible, c'est possible. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on montrera que tous ces efforts qui sont faits, et ils sont colossaux, notamment au plan financier, eh bien, il y a matière à les poursuivre et à faire encore plus. En tout cas, c'est totalement dans cet état d'esprit qu'on travaille. Et lorsque notre président dit « il faut ce rendez-vous annuel », Emmanuel Macron a dit qu'il fallait que ce type de sommet, comme celui du 12, on le reproduise chaque année, c'est vraiment ça qu'il y a derrière, en fait. Cette mobilisation constante. Et vous pouvez être sûr que la France, elle sera au rendez-vous de cela. Dans ma courte intervention de ce matin, j'ai aussi signalé l'importance de la COP24. Oui. Ça doit être un moment essentiel en Pologne, un moment essentiel. La COP21 était un succès, je crois qu'on peut, tout le monde en est convenu. Un grand succès d'ailleurs. Oui, mais ça a été un gros travail. Je le dis d'autant plus aisément que moi je ne travaillais pas du tout là-dessus à l'époque, donc vous voyez, il n'y a aucune autosatisfaction dans ce que je dis, mais c'était un grand succès collectif. Eh bien, la COP24, donc 3 COP après, c'est le moment où on doit se demander quel doit être le rehaussement de l'ambition collective pour être à la hauteur du défi qu'il y a pour la planète. Et là, la France, vous pouvez compter sur elle. Mais c'est surtout en termes de politique de développement international que l'on doit réfléchir à ça. Identifier les zones qui sont les zones à risque, et puis donc des zones très touchées par les évolutions climatiques, et intervenir dans ces zones d'une manière intelligente et cohérente, comme je l'ai dit. Formidable de développement durable, parce que tout le monde est très attentif à l'évolution strictement économique du Congo, du bassin du Congo et des deux Congos en particulier, dans une situation économique qui est très difficile, mais en même temps, au-delà de l'économie, on sait que l'enjeu du développement au sens plein est que la reprise de la croissance s'accompagne d'un renforcement des politiques déjà actives, mais qui peuvent être encore renforcées pour le bien de l'humanité, dans la préservation de l'environnement, de la forêt et de la biodiversité. Je pense que c'est une initiative qui est excellente et qui est un exemple de ce que l'on peut faire à l'échelon plurinational dans une perspective de développement mondial, parce que ces initiatives sont importantes pour le développement des pays du bassin du Congo, mais pour, je dirais, la planète tout entière. Les expertises, c'est déjà là. C'est les fermiers à côté. Toutes les expertises nationales sont là. On doit échanger, on doit travailler ensemble, on doit faire les transferts entre des pays africains, on doit avoir des bonnes idées, des grandes idées, un peu d'imagination pour transformer la relation avec la terre. Mais l'expertise est déjà en Afrique. On va travailler ensemble. La Banque mondiale est derrière le développement à la fois agricole, la protection des forêts,
Donc je lirai avec grand intérêt votre ouvrage. Je sais que la banque est très active, mais je ne pourrai pas donner le détail des opérations. Globalement, c'est vrai que ça va être difficile pour les pays africains de s'en sortir tout seuls sans l'aide des pays du Nord. Donc en quelque sorte, étant donné que le réchauffement climatique a quand même été en grande partie causé par les pays riches du Nord, et puis que les conséquences sont surtout portées par les pays du Sud, on s'attendrait que voilà, il faut lutter vraiment à fond pour pouvoir le plus que possible limiter le réchauffement climatique, et donc c'est probablement les acteurs qui peuvent jouer un rôle, c'est peut-être la société civile dans les pays du Nord pour qu'ils mettent la pression sur leur gouvernement. Donc le fait que Emmanuel Macron il essaye de pousser le plus que possible des solutions internationales, ça semble bien. Donc en quelque sorte, c'est vraiment un problème global très très important. Et puis le problème, c'est effectivement que ceux qui ont le plus causé le problème, c'est pas ceux qui subissent le plus de conséquences. Et donc il faut mettre la pression pour que ceux qui qu'on soit solidaires et puis qu'on essaye tous de limiter le problème. Très importante. J'espère que nous pouvons aider avec notre travail pour cette mission fondamentale sur le bassin du Congo. Merci. Nous, bien sûr, faisons tout ce que nous pouvons pour aider avec notre boulot. Vous avez parlé de la forêt? Oui, je suis forestier. Ok. Et vous me dédicacez? Oui. Merci beaucoup. Nous avons des initiatives très spécifiques contre la déforestation et aussi les méthodes utilisées sur l'agriculture. Certaines méthodologies des plantes et des arbres et des autres produits qui peuvent aussi aider, et aussi le financement de travailler aussi avec un groupe, un consortium comme ça. Merci beaucoup, je le lirai avec beaucoup d'intérêt, franchement. Parfait, ce sera avec plaisir que je vais les lire. Je voudrais d'abord féliciter le docteur Peya qui, par cet ouvrage, partage ses convictions et nous fait découvrir l'importance justement de nous mobiliser pour la préservation du bassin de Congo, qui est quand même le deuxième bassin capable de garantir et de préserver l'environnement forestier mondial. Je voudrais inviter chacun et chacune d'entre nous, d'abord africains, à nous approprier cette problématique, à nous rassembler et faire en sorte que par des initiatives locales ou par des initiatives nationales et régionales, on puisse donner vie à cette exigence-là. J'en appelle aux organisations de la société civile, à tous ceux qui sont amoureux de la forêt africaine, de vraiment prendre contact avec le docteur et cette initiative pour savoir ce qu'elle recoupe et apporter ne serait-ce qu'une part de leur temps pour donner vie à cela. Je voudrais également m'adresser aux partenaires au développement qui parlent de climat, qui parlent de nécessité de préserver l'environnement mondial, de donner vie à ce projet. Ce projet est un test. On souhaiterait véritablement que par leur action, par leur financement, par leur coopération constructive, on puisse véritablement, avant la fin de cette année, avoir un résultat concret qui nous ouvre des possibilités de préservation de ce bassin ô combien important pour toute l'humanité. Certains intervenants ont souligné le lien qui existe entre l'agriculture et la déforestation en Afrique. Nous sommes très intéressés à explorer avec les financiers de l'Union européenne pour trouver des moyens de financer les projets qui impliquent les productrices agricoles qui peuvent inaugurer des programmes pour la déforestation avec le tree planting. À l'instar de bien d'autres participants, Michel Innocent Peya est intervenu pour aborder la question du financement du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Sur le financement du bassin du Congo, qui est aujourd'hui le deuxième poumon mondial et qui constitue la deuxième réserve de l'humanité, vous avez su le rappeler le lien entre l'agriculture et la déforestation. C'est-à-dire aujourd'hui, il a été mis en place au niveau des pays environnants le bassin du Congo un
un mécanisme de financement et de gestion du bassin du Congo pour l'intérêt des peuples, un fonds dénommé Fonds Bleu. Comment les grandes nations entendent financer ce fonds, soutenir cette initiative des pays africains? La présence de l'écrivain-chercheur congolais a suscité la curiosité de plusieurs acteurs en voulant connaître davantage sur son ouvrage. Je suis ravie en tout cas de rencontrer le Congo présent lors de cette grande assemblée avec cette prise en compte environnementale, climatique, sociétale et autres. Et quand je vois qu'un livre est à l'honneur, donc je vais me faire un plaisir de le lire. Et est-ce que vous pouvez me donner quelques indices pour que je puisse le lire avec plus de promptitude? Merci. Nous comptons beaucoup sur le soutien de tout le peuple. Cet ouvrage retrace un peu les efforts fournis par le président du Congo en matière de protection de l'environnement depuis plusieurs années et sur les alertes qu'il lance au peuple du monde et aux dirigeants. Aussi, il démontre les conséquences que nous vivons actuellement. Et donc, il est question que les nations s'imprègnent à travers le message qui est communiqué pour que, ensemble, nous essayons de multiplier les efforts. Ensemble, nous essayons de sensibiliser les peuples à travers le monde pour que nous protégeons tous notre planète. Nous la sauvons aujourd'hui presque décimée. Écoutez, docteur Peya, moi je suis ravie et donc pour moi c'est un honneur. Je vais prendre part à l'ouvrage pour lire ces recommandations-là. Et voilà, si le Congo prend en compte sa logique environnementale pour un futur qui, j'espère, impactera sur les populations, l'économie et le devenir de l'Afrique autrement, eh bien, on va reléguer l'information. Voilà. Merci encore en tout cas. C'est un honneur. C'est pour ça que moi, l'ouvrage en fait m'a intéressée et j'aurais voulu savoir dans quelle a été la démarche en fait d'écrire voilà cet ouvrage Vision Verte. Cette démarche est née des initiatives, des efforts menés par un des dirigeants africains et qui œuvre depuis plusieurs années à la protection de l'environnement mondial. Et qui a mis en place plusieurs initiatives que nous voulons les mettre à la disposition des peuples afin que cette initiative soit appuyée, soit soutenue pour que justement les initiatives liées au financement soient une préoccupation majeure des grandes nations. Et du coup, donc là vous venez de dire donc à destination des peuples, et donc moi ça résonne beaucoup dans mon oreille. Cet ouvrage, voilà, quelle est sa vocation? Ça se destine davantage aux populations locales ou aux décideurs, aux organisations internationales? À toutes les couches de la vie sociale, d'autant plus qu'il a été traduit en plusieurs langues, anglais, français, espagnol, russe, chinois. Chinois aussi, d'accord. C'est justement pour permettre à ce que tout le monde ait accès à l'information. Le combat sur la protection de l'environnement mondial n'est pas seulement un combat des leaders, mais il est aussi un combat des populations, du bas peuple, et qui doivent appuyer les initiatives des différents dirigeants à travers le monde. À la faveur de cette conférence, Michel Innocent Peya a dédicacé son ouvrage à plusieurs personnalités. Patrick Guillemont, président de la FERDI, Teresa Ribera, directrice de l'IDRI, Tertlus Zongo, conseiller de haut niveau pour la région Sahel, Banque africaine de développement, ancien premier ministre du Burkina Faso. Luc Dupeyron de Revel, général de division armée de terre française, ancien commandant du service militaire adapté. Ginette Ursule Yoman, ancienne secrétaire d'État en Côte d'Ivoire à la gouvernance et au renforcement des capacités. Jean-Marie Guéhenno, ancien président directeur général du International Crisis Group, ancien secrétaire général adjoint du département des opérations de maintien de la paix Nations Unies. Mario Pezzini, directeur du centre de développement de l'OCDE. Louis Tejada Chacon, directeur de l'agence espagnole de la coopération internationale pour le développement. Gaël Giraud, chef économiste et directeur exécutif de la direction Innovation, Recherche et Savoir de l'Agence française de développement. Emmanuel Pulsin-Jovin, directeur général adjoint de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement international au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Rabat Azerki, chef économiste pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord à la Banque mondiale.
Barbara Buchner, directrice exécutive du programme Finance-Climat de la Climate Policy Initiative. Baker Louise, directrice du département Relations extérieures, politique et plaidoyer Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Charles Ketlin. Et la liste n'est pas exhaustive.